Le vent hurlait dans les pays-montagnes, comme le cri d'un millier d'âmes disent à l'agonie. À l'intérieur d'une cavité peu profonde creusée dans la roche, 6 soldats d'élite américains demeuraient immobiles, silencieux, tandis que le bip du traceur GPS de leur chef ne renvoyait plus qu'un souffle de parasite. Le Chief Petty Officer, Ryan Holt, appuya une dernière fois sur la touche d'émission de sa radio. Sa voix portait le poids d'une décision que personne, dans les forces spéciales, n'était jamais préparé à prononcer. Base, ici Bravo 5. Compte rendu de situation. Pause. Le capitaine chinois Andrew Collins est présumé mort au combat. Je répète, capitaine Collins, KIA. Aucun signal GPS depuis 6 heures. L'ouragan Elena rend toute récupération impossible. Préparatifs d'extraction à l'aube. Terminé. La réponse traversa le canal crypté dans un grésillement sec. Reçu Bravo 5, information comprise. Le capitaine Collins est officiellement déclaré KIA. Autorisation accordée pour extraction dès que les conditions le permettront. Nous pensons à vous. Base terminée. Assis contre la paroi humide de la grotte, le Senior Chief Ryan Holt, le dos voûté, le regard fixé entre ses bottes couvertes de boue, resta immobile. Dehors, la pluie frappait la montagne avec une violence telle qu'on aurait juré entendre une rafale d'armes automatiques. Les rafales dépassaient les 220 km à l'heure. Des arbres centenaires cédaient comme de simples brindilles. 6 heures, murmura-t-il sans s'adresser à personne. Personne ne survit 6 heures là-dedans, même pas le capitaine. Le Petty Officer Caleb Turner, infirmier de l'équipe, consulta sa montre pour la 100e fois. Le glissement de terrain a eu lieu à 14 heures. Il est 20 heures maintenant. Il s'interrompit. S'il était blessé quand il est tombé dans ce torrent, il n'acheva pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le Petty Officer Ethan Miller, Tioid, spécialiste explosif, secoua lentement la tête. Collins a survécu à 15 ans d'opérations spéciales. Et c'est un fichu ouragan pendant un exercice en Caroline du Nord qui l'emporte. Il grimaça. Ça sonne faux. Ryan Holt se leva et s'approcha de l'entrée de la grotte. Des rideaux de pluie balayaient tout, réduisant la visibilité à quelques mètres à peine. Rien, ici, n'est normal. Elena n'était pas censée se renforcer à l'intérieur des terres. Elle n'aurait jamais dû atteindre la catégorie 4. Et on n'aurait jamais dû perdre notre officier en traversant un ruisseau large de 3 mètres par temps normal. À l'arrière de la cavité, à moitié dissimulée dans l'ombre, Lauren Brooks, Petty Officer First Class, était assise en tailleur sur la pierre froide. Devant elle, son fusil de précision MK11 était entièrement démonté. Chaque pièce était nettoyée, inspectée, vérifiée avec une rigueur presque cérémonielle, bien qu'il ait été protégé dans un étui étanche depuis le début de la tempête. Ses gestes étaient d'une précision mécanique, fruit de centaines d'heures de répétition. Mais son esprit était ailleurs. Elle se souvenait d'un autre ouragan, d'une autre tempête que tous disaient impossible. Septembre 2011. Côte extérieure de Caroline du Nord. L'ouragan Irène. Lauren n'avait que 11 ans. Elle se tenait dans la cuisine familiale pendant que son père lui apprenait non pas à craindre la tempête, mais à l'écouter. Sa mère, le docteur Patricia Brooks, était assise à la table, penchée sur un ordinateur affichant des images satellites en temps réel de la NOAA, où elle travaillait comme chercheuse senior en météorologie tropicale. « Tu montres à notre fille comment survivre à un ouragan de catégorie 3, avait-elle dit calmement. Elle a 11 ans, et un jour, elle pourrait avoir besoin de savoir. Son père s'était tourné vers elle. « Qu'est-ce que tu entends, maintenant ?» Lauren avait fermé les yeux. Le vent a changé. Il venait du nord-est. Maintenant, il vient plus de l'est. Un sourire discret. Exact. Le mur de l'œil tourne pendant le passage. Si tu sais écouter, la tempête t'indique sa direction. 3 jours plus tard, lorsque l'ouragan s'était dissipé et que les gardes-côtes avaient appelé son père pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, Lauren avait insisté pour l'accompagner. Elle l'avait vu extraire des familles entières de maisons inondées. Elle l'avait vu plonger dans des eaux en furie pour atteindre un couple âgé coincé dans leur grenier. Ce soir-là, il lui avait dit une phrase qu'elle n'avait jamais oubliée. « On ne laisse jamais quelqu'un derrière, peu importe la fatigue, la peur ou l'impossibilité apparente. Si quelqu'un a besoin d'aide, tu aides. » Il avait posé une main sur son épaule.
C'est ça, le travail. Octobre 2012. L'ouragan Sandy. Lauren Brooks avait 12 ans lorsque l'hélicoptère de son père disparut des écrans radars. Il participait à une mission de sauvetage au large de la côte atlantique. Un bateau de pêche prenait l'eau, prisonnier d'une mer démontée, avec des vagues de plus de 20 mètres. Les vents dépassaient les 160 km par heure. Une défaillance mécanique, une rafale trop forte. L'appareil s'écrasa dans l'Atlantique. Le lieutenant-commandeur Sean Brooks Toujizwa et son équipage réussirent à sauver les 5 pêcheurs avant que l'hélicoptère ne sombre. Aucun membre des gardes-côtes ne survécut. Le jour de l'enterrement, on remit à Lauren l'insigne de nageur sauveteur de son père. L'officier qui prit la parole rappela la devise des gardes-côtes américains, celle selon laquelle Sean Brooks avait vécu et était mort. Il faut y aller. Revenir n'est pas garanti. À Denison, Arlington, vêtue de son uniforme trop grand pour son corps d'enfant, Lauren Brooks prit une décision silencieuse, une décision qui tracerait toute sa vie. Elle deviendrait ce genre de personne qui avance quand tout le monde recule. Elle honorerait son père en refusant, toujours, de laisser quelqu'un derrière. Présent. Montagne de Blue Ridge, 20h00. Brooks. Lauren releva la tête de son fusil. Le Master Chief Ryan Holt se tenait au-dessus d'elle. « Oui, Master Chief. Tu es sans rester silencieuse. Tout va bien ?» Elle hocha une fois la tête. « Ça va, Master Chief. » Holt l'observa quelques secondes. À 26 ans, Lauren Brooks était la plus jeune de SEAL Team Viper. Elle en était aussi la plus menue. 1m64, à peine 57 kilos. Ses cheveux auburn étaient tirés en un chignon serré. Sa peau claire portait les traces de 15 années passées entre le soleil et l'eau salée de la Caroline du Nord. Ses yeux verts, eux, avaient donné quelque chose de dérangeant. Une concentration absolue, presque froide. Certains, dans l'équipe, l'appelaient le fantôme, parce qu'à l'entraînement, elle disparaissait, littéralement. Présente une seconde, introuvable la suivante. Les uns disaient que c'était dû à sa petite taille, à son silence. D'autres parlaient d'autre chose. Une capacité presque instinctive à lire le terrain, les ombres, à se fondre dans le décor, malgré des scores parfaits, malgré un dossier irréprochable. Lauren Brooks suscitait encore du scepticisme. Le Senior Chief Ryan Holt était le plus direct à ce sujet. Il s'approcha à son tour. « Master Chief, il faut qu'on parle de l'extraction. Dès que la météo permettra une opération héliportée, on devra bouger vite. » Il marqua une pause, jeta un regard vers Lauren. Et il faudra aussi discuter de la récupération du corps du capitaine. La mâchoire du Master Chief se crispa. « Je sais. »« Monsieur, » dit Lauren, sa voix traversant le fracas de la pluie. Les deux hommes de Tousnind se tournèrent dans l'Invergedil. Le capitaine, Andrew Collins, est tombé à l'eau au point de grille 3K791. Le ruisseau s'écoule vers le nord-est. Avec la crue actuelle, la vitesse du courant devait être comprise entre 20 et 24 km par heure. Elle parlait sans hésiter. En tenant compte de 6 heures de dérive et en soustrayant les ralentissements dus aux obstacles naturels, sa position probable se situerait dans un rayon de 3 km autour de la grille 395. Le Senior Chief la fixa, incrédule. Brooks, le capitaine a été emporté par une crue éclair pendant un ouragan de catégorie 4. Il n'est sur aucune grille. Il est mort. L'expression de Lauren ne changea pas. Senior Chief, je connais les probabilités. Mais s'il existe la moindre chance qu'il ait survécu à l'impact initial, alors il aurait cherché 3 choses. Du relief, une protection naturelle contre le vent et une position offrant une visibilité minimale. Elle désigna mentalement la carte. J'ai étudié la topographie. Il y a 3 points dans la zone de dérive qui correspondent à ces critères. Bon Dieu, soupira le Senior Chief en secouant la tête, ce n'est pas une question d'optimisme. Le capitaine est perdu. Lauren entreprit de remonter son fusil. Les gestes étaient fluides, précis, presque apaisants. Le capitaine Collins nous a entraînés pendant 1 mois entier sur l'analyse du terrain et la psychologie de survie. Il répétait que les blessés cherchent instinctivement un abri immédiat, de l'altitude et une proximité avec leur dernière position connue. Elle leva les yeux. S'il est en vie, son entraînement prendra le relais.
Le Master Chief croisa les bras. « Qu'est-ce que tu proposes, Brooks ?» Elle soutint son regard. « Je propose que le capitaine Collins soit peut-être encore en vie. Un temps. Et si c'est le cas, nous sommes en train de perdre un temps précieux. » La grotte retomba dans un silence pesant, seulement troublé par le hurlement du vent au dehors. Le Petty Officer Caleb Turner s'approcha instinctivement. Ethan Miller se leva à son tour. Tous les regards convergeaient vers Lauren Brooks. La voix du Senior Chief Ryan Holt était dure, tranchante. Même en admettant un miracle, et il n'y en a pas, nous ne pouvons pas lancer une mission de recherche dans ces conditions. La visibilité est inférieure à 10 mètres. Le vent peut projeter un homme contre la roche. Des arbres tombent toutes les quelques minutes. Les crues éclairs sont partout. Il secoua la tête. Ce serait du suicide. Lauren termina d'assembler son fusil, puis se leva. Elle avait presque 30 centimètres de moins que lui, mais elle soutint son regard sans ciller. « Senior Chief, je ne demande pas d'envoyer l'équipe. Un temps. Je demande l'autorisation de partir seul en reconnaissance. » Le silence fut total. Même la tempête sembla suspendre son souffle. Le Master Chief Ryan Holt parla avec précaution. « Brooks, répète ce que tu viens de dire. Permission de conduire une reconnaissance solo pour localiser le capitaine Andrew Collins. » Elle énonçait les faits comme une équation. 1 heure. Si je n'obtiens aucune information exploitable, je reviens. À l'aube, vous procédez à la récupération du corps. Le Senior Chief eut un rire bref, amer. Tu plaisantes. Il la désigna d'un geste sec. Tu es tireuse d'élite, Brooks. Ton travail, c'est d'attendre immobile et d'abattre une cible à 1 kilomètre. Tu n'es pas sauveteuse. Et même si tu l'étais, tu pèses quoi ? 57 kilos ? Le capitaine en fait presque 90. Tu ne pourrais pas le porter sur 50 mètres, encore moins sur 3 kilomètres dans un ouragan. Je n'ai pas besoin de le porter, Senior Chief. Sa voix restait calme. J'ai besoin de le localiser et d'évaluer son état. S'il est vivant, je peux le stabiliser et guider l'équipe jusqu'à lui quand les conditions s'amélioreront. Quand les conditions s'amélioreront, il sera mort d'hypothermie ou d'hémorragie, s'il ne l'est pas déjà. Lauren ne haussa pas le ton. Alors nous aurons une certitude, un battement. Pour l'instant, nous agissons sur des probabilités, pas sur des faits. Le Master Chief leva la main. Respirez tous. Il se tourna vers elle. Brooks, je respecte ton engagement, mais le Senior Chief marque un point. On parle d'un ouragan de catégorie 4. Visibilité nulle, dangers extrêmes, et tu proposes de sortir seul. Master Chief, j'ai grandi dans ce genre de conditions. Les exercices d'entraînement ne sont pas... Ce ne sont pas des exercices, monsieur. Lauren inspira profondément. De vrais ouragans, sur les Outer Banks, pas des simulations. Elle releva la tête. Mon père était lieutenant-commandeur Sean Brooks, nageur sauveteur des gardes-côtes. Ma mère, le docteur Patricia Brooks, est chercheuse senior sur les ouragans à la NOAA. J'ai passé mon enfance à apprendre à lire les tempêtes, à comprendre leur structure, leur rythme. Elle marqua une pause. Irène en 2011, Sandy en 2012. Des tempêtes tropicales chaque année, des nor'easters chaque hiver. Un léger mouvement d'épaule. C'est mon environnement. Elle sortit de son sac une carte topographique plastifiée et la déplia sur le sol rocheux. Le capitaine Collins nous a formés le mois dernier à l'analyse du terrain. Il insistait sur l'identification des abris naturels en environnement hostile. Elle pointa 3 emplacements. Altitude, protection contre le vent, visibilité minimale. Ici, ici et ici. Ce sont les seuls points dans la zone de dérive qui offrent des chances de survie. Je peux vérifier les 3 en 1 heure. Le Senior Chief s'agenouilla près de la carte, incrédule. Tu parles de parcourir 3 kilomètres en terrain montagneux, de nuit, sous des vents de force ouragan, sans soutien. Il la regarda. Brooks, c'est de la folie. C'est un risque calculé, Senior Chief. Elle soutint son regard. Et je suis la seule ici à avoir le profil requis. Quel profil ? Être petite et têtue ? Comprendre les ouragans. Sa réponse fut immédiate. Savoir quand bouger pendant que tout le monde se met à l'abri. Mon père m'a appris que les tempêtes ont un rythme. On ne les affronte pas. On travaille avec elles. Je peux synchroniser mes déplacements avec les cycles du vent. Me repérer au son, à la topographie. Elle désigna son propre corps.
Et ma taille est un avantage. Je peux passer là où des hommes plus grands resteraient bloqués. Le Master Chief observa longuement la carte, puis releva les yeux vers elle. Ton père, le lieutenant-commandeur Brooks. Il hésita. Il est mort pendant une opération de sauvetage, pendant l'ouragan Sandy. Oui, Master Chief. Lorraine ne détourna pas le regard. Il a sauvé 5 personnes avant que son hélicoptère ne s'écrase. Il m'a appris qu'on ne laisse jamais quelqu'un derrière, peu importe à quel point cela semble impossible. Le Master Chief Callahan Jainan resta silencieux un long moment. La pluie martelait la paroi de la montagne. Un coup de tonnerre roula dans la vallée en contrebas. « Seigneur Chief, votre évaluation. » Lindren répondit sans hésiter, la mâchoire crispée. « Mon évaluation, c'est qu'on enverrait l'un de nos opérateurs dans un piège mortel sur la base d'une chance inférieure à 1% que le capitaine ait survécu. » Il marqua une pause. « Et même si Brooks le trouvait vivant par miracle, elle serait incapable de l'extraire. On perdrait 2 personnes au lieu d'une. » Notez. Callahan se tourna vers Lorraine. « Pire scénario, tu trouves le capitaine. Il est vivant, mais grièvement blessé. Impossible de le déplacer. Quelle est ta décision ? » Je le stabilise avec les moyens du bord. Je marque sa position GPS. Je reviens avec des informations exploitables pour organiser une extraction coordonnée quand les conditions le permettront. Et si tu tombes sur des hostiles, on a intercepté un fragment radio plus tôt. Quelqu'un d'autre est dehors. J'évite le contact si possible. Un temps. Si je suis contrainte d'engager, j'élimine la menace et je poursuis la mission. Lindren s'approcha d'un pas dur. Brooks, écoute-toi. Tu parles de traverser seul un ouragan de catégorie 4, de parcourir 3 km en terrain montagneux, sans visibilité, avec un risque de contact ennemi, et de pratiquer des soins de terrain sur un homme qui fait 30 kilos de plus que toi. Il secoua la tête. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'illusion. La voix de Lorraine resta posée. Respectueusement, Seigneur Chief, vous avez tort. Ce n'est pas une illusion. Elle inspira lentement. C'est exactement ce pourquoi je me prépare depuis toujours. Elle fouilla dans son sac et en sortit un petit insigne métallique. Même dans la pénombre de la grotte, il brillait. L'insigne de nageur sauveteur des gardes-côtes. Mon père est mort en faisant l'impossible pour sauver 5 inconnus. Elle referma doucement les doigts sur le métal. Je propose de risquer ma vie pour sauver un coéquipier. Ce n'est pas de la folie, Seigneur Chief. C'est le travail. La grotte replongea dans le silence. Le Master Chief fixa longuement l'insigne, puis le visage de Lorraine. Ce qu'il vit là l'obligea à s'arrêter. Ce n'était ni de l'arrogance, ni une témérité mal placée. C'était une certitude calme. Il avait déjà vu ce regard. Chez des opérateurs qui savaient absolument qu'ils pouvaient accomplir une mission que tous les autres jugeaient impossible. « 1 heure, dit Callahan à voix basse. Lindren se retourna vivement. Master Chief, 1 heure. Il se tourna vers Lorraine. Tu vérifies ces 3 positions. Point radio toutes les 15 minutes sur canal chiffré. Tu en manques un seul, on te considère KIA et on extrait à l'aube. Si tu rencontres des hostiles, tu romps le contact immédiatement. Si tu trouves le capitaine décédé, tu reviens. S'il est vivant, mais intransportable, tu marques sa position et tu reviens. Il planta son regard dans le sien. Ordre clair ? Parfaitement clair, Master Chief. Et si je te donne l'ordre d'abandonner à n'importe quel moment, tu obéis, sans hésiter, sans héroïsme. Compris. Compris, Master Chief. La voix de Lindren vibrait de colère contenue. Graham, c'est une erreur. On va la perdre, la d'or. Callahan ne quitta pas Lorraine des yeux. Peut-être. Un temps. Mais elle a raison sur un point. On raisonne sans preuve. Et s'il existe la moindre chance que le capitaine Andrew Collins soit encore en vie, on lui doit au moins ça. Il se tourna vers elle. Tu as 1 heure à partir du moment où tu quittes cette grotte. Pas 1 minute de plus. Lorraine hocha une seule fois la tête. Elle rangea l'insigne de son père dans son sac et commença à vérifier son équipement. Fusil de précision, MK11, sécurisé dans son étui étanche, GPS chargé, radio cryptée sur le canal désigné, trousse de premier secours, balise d'urgence, vision nocturne, boussole manuelle en secours. Chaque geste était précis, méthodique, aucune trace de nervosité. Caleb Turner. Le médecin s'approcha.
Ghost, prends ça. Il lui tendit un injecteur automatique de morphine supplémentaire. S'il est aussi mal en point qu'on le pense, il en aura besoin. Merci, Doc. Ethan Miller lui glissa 2 grenades à fragmentation, au cas où les types qu'on a entendus sont bien réels. Fais du bruit, crée du chaos, tire-toi. Apprécié, Breacher. Lorraine ajusta son gilet tactique, fixa son fusil dans son dos et rabattit sa capuche. Dehors, la tempête l'attendait. La tenue Gore-Tex était certifiée pour les conditions extrêmes, mais Lorraine savait qu'au cours de l'heure à venir, elle serait poussée bien au-delà de ce pourquoi elle avait été conçue. Le du Master Chief Callahan l'accompagna jusqu'à l'entrée de la grotte. À cette distance, le vacarme de l'ouragan était assourdissant. La pluie tombait en nappes si denses qu'elle ressemblait à un mur liquide, infranchissable. Ah, Brooks, il parla fort pour couvrir le vent. Je mise beaucoup sur ton jugement. Ne me fais pas regretter cette décision. Je ne vous décevrai pas, Master Chief. Il la fixa encore une seconde. Et Brooks, sa voix se fit plus grave. Ton père serait fier de toi. Quelque chose passa dans son regard. Une émotion brève, presque invisible. Elle hocha une fois la tête et s'avança vers l'ouverture. Derrière elle, la voix du Senior Chief Lindren s'éleva, chargée de colère. « Ghost, c'est du suicide. Tu le sais, hein? Tu vas mourir là-dehors pour rien. » Lorraine s'arrêta sur le seuil, à la frontière entre la roche protectrice et le chaos. La pluie commençait déjà à traverser sa capuche. Elle se retourna. « Si je meurs en essayant de sauver le capitaine Andrew Collins et Senior Chief, alors je mourrai comme mon père. » Elle soutint son regard. « En essayant de ramener quelqu'un à la maison. Ce n'est pas pour rien. » Puis elle entra dans l'ouragan. Le vent la frappa comme un coup de massue, manquant de la projeter au sol. La pluie fouettait son visage avec une force brûlante. La visibilité tomba à 3 mètres à peine. Un éclair déchira le ciel, suivi d'un tonnerre si violent qu'on aurait juré un tir d'artillerie. Lorraine Brooks resta immobile quelques plus secondes, au bord du maelstrom, laissant son corps se souvenir de ce que son esprit avait appris 15 ans plus tôt sur les Outer Banks. Elle ferma les yeux, écouta. Là, le rythme. 45 secondes de rafale maximale, 30 secondes d'accalmie relative, puis à nouveau la poussée. Les ouragans avaient des schémas, des règles. Il fallait simplement savoir les entendre. Elle ouvrit les yeux et consulta sa boussole. Nord-est. 3,2 km, 3 points potentiels, 60 minutes. Lorraine se mit en mouvement. Elle calait sa progression sur les cycles du vent, avançant pendant les accalmies, s'ancrant au sol lorsque les rafales revenaient. Elle se guidait autant par le relief que par la vue, ses bottes trouvant instinctivement appui sur la roche et la terre détrempée. Les éclairs lui offraient des instantanés du paysage. Le tonnerre lui indiquait où l'énergie de la tempête se concentrait. C'était exactement ce que son père lui avait appris. L'ouragan n'était pas un ennemi. C'était un milieu. Et comme tout milieu, on pouvait apprendre à y survivre. 15 minutes après son départ, sa radio grésilla. Ghost, ici Alpha. Premier point, radio. Situation. Lorraine se plaqua contre le tronc massif d'un chêne, utilisant l'arbre comme écran contre le vent. Alpha, ici Ghost, en route vers point de contrôle 1. Aucun contact ennemi, visibilité environ 3 mètres, poursuit vers le nord-est. Reçu Ghost, prochain point dans 15 minutes. Alpha terminé, le chêne gémit sinistrement, Lorraine s'en écarta instinctivement. 3 secondes plus tard, une branche énorme se rompit et s'écrasa exactement à l'endroit où elle se trouvait. Elle ne sursauta pas. Elle modifia sa trajectoire et continua. À la 23e minute, elle trouva le premier indice. Un morceau de tissu déchiré, accroché à un buisson d'épines. Elle le libéra et l'examina à la lueur d'un éclair. Uniforme tactique réglementaire, même motif que celui porté par le capitaine Collins. Le tissu était récent, la teinture se diffusait encore dans l'eau de pluie. Il était passé par là. Ou au moins, son équipement. Lorraine enregistra la position sur son GPS et repartit vers le nord-est, suivant les choix logiques qu'un opérateur entraîné ferait. Prendre de la hauteur, utiliser les lignes naturelles du terrain, éviter les creux où les crus éclairs étaient mortels. À la 31e minute, elle vit l'empreinte. Dans une petite dépression entre 2 rochers, la boue avait conservé une trace, déjà en train de disparaître sous la pluie. Mais le dessin était net, bottes de combat,
pointure 44, la pointure du capitaine Collins. Et l'empreinte était orientée nord-est. Il avait marché. Récemment. Son rythme cardiaque s'accéléra. Elle activa sa radio. Alpha, ici Ghost, deuxième point radio. J'ai des preuves que le capitaine était mobile il y a moins d'une heure. Empreinte de bottes, tissu frais. Je poursuis selon le schéma de recherche. La réponse de Callahan fut immédiate. Reçu Ghost, précise. Empreinte orientée nord-est. Il suit probablement la ligne de crête. Un bref silence. Continue. Reste prudente. Lorraine leva les yeux vers la tempête. Elle n'était plus seule dans l'obscurité. L'empreinte date de moins de 2 heures, d'après l'érosion, ajouta Lorraine. Une pause. S'il marchait il y a 2 heures, où est-il maintenant ? C'est exactement ce que j'essaie de déterminer, Master Chief. Ghost terminé. Elle accéléra. Si le capitaine Gay, Andrew Collins, était encore mobile 2 heures plus tôt, alors il pouvait être conscient. Il pouvait encore lutter. Chaque minute comptait. À la 38e minute, Lorraine entendit des voix. Elle se figea instantanément. Le vent hurlait. La pluie martelait le sol. Mais sous ce vacarme, porté par une accalmie fugace, une autre couche sonore apparut. Des voix humaines. Et ce n'était pas de l'anglais. Lorraine s'abaissa lentement, passa en déplacement bas, fluide, précis, comme un prédateur. Elle remonta une crête étroite, puis se plaqua au sol, sortant sa lunette de tir pour l'utiliser comme optique d'observation. À travers la pluie et l'obscurité, éclairée par les éclairs intermittents, elle les vit. 4 hommes. Équipement tactique. Espacement maîtrisé. Gestes codifiés. Une progression méthodique, professionnelle. Ils savaient ce qu'ils faisaient. La langue qu'ils parlaient était le russe. Lorraine resta silencieuse. Sa radio chiffrée ne risquait rien. Mais ce n'était pas le moment. Elle observa. L'un d'eux parlait dans une radio portable. Un éclair illumina brièvement son visage. 55 ans environ, traits slaves marqués. Une cicatrice blanchâtre sur la joue gauche. Une assurance calme, celle des hommes qui ont passé leur vie dans les opérations spéciales. Lorraine reconnut immédiatement ce visage. Sergueï Malenkov, ancien spetsnaz russe, radié avec déshonneur en 2008, devenu mercenaire, formateur de milices et d'organisations criminelles, un dossier fédéral épais comme un annuaire, et il se trouvait là, dans les montagnes de Caroline du Nord, pendant un ouragan, avec au moins 3 hommes armés. Malenkov fit un signe sec vers le nord-est. Ces hommes ajustèrent leur formation. Ils cherchèrent quelque chose, ou quelqu'un. Puis Lorraine vit ce qui lui glaça le sang. L'un des hommes traînait quelque chose derrière lui, un brancard improvisé fait de branches et d'un poncho. Et sur ce brancard, à peine visible sous la pluie battante, le capitaine Andrew Collins. Il était vivant. Mais il était leur prisonnier. L'esprit de Lorraine passa en revue les options tactiques à une vitesse fulgurante. 4 hommes, armés, formation professionnelle, inconnus sur d'éventuels renforts. Elle était seule, équipée d'un fusil de précision optimisé pour le tir longue distance, pas pour le combat rapproché. La décision rationnelle était claire, observer, recueillir du renseignement, transmettre, attendre. Mais Collins était là, à moins de 100 mètres, et chaque pas qu'il faisait l'éloignait davantage des lignes amies. Une voix familière résonna dans sa mémoire. On ne laisse jamais quelqu'un derrière. Lorraine activa sa radio, murmurant à peine. Alpha, ici Ghost, trafic urgent. Go Ghost, contact visuel sur le capitaine Collins. Elle inspira. Il est vivant. Prisonnier de 4 hostiles armés, langue russe. Le chef correspond à Sergueï Malenkov. D'après les évaluations de menaces, il se déplace vers le nord-est, probablement un point d'extraction. Demande directives immédiates. Le silence qui suivit sembla interminable. Ghost, ici Alpha. Confirme 4 hostiles armés. Affirmatif. Tactique professionnelle. Équipement de niveau militaire. Ils utilisent clairement l'ouragan comme couverture opérationnelle. Nouvelle pause. Ghost, ordre formel. Observation uniquement. Aucun engagement. Maintient le contact visuel et transmet les mises à jour. Nous coordonnerons une réponse dès que les conditions le permettront. Accuse réception. Lorraine regarda les 4 hommes continuer à déplacer le capitaine Collins. Même à cette distance, même sous la pluie et dans l'obscurité, elle voyait les signes évidents de blessure. Sa jambe était tordue à un angle impossible,
Son uniforme était détrempé, sombre de sang. Combien de temps lui restait-il? Combien pouvait-il encore perdre? Ghost, accuse réception. Elle appuya sur l'émetteur. Alpha. Bien reçu. Observation uniquement. Ghost terminé. Mais au moment même où elle prononçait ces mots, Lauren Brooks était déjà en mouvement. Elle entama un large contournement de la force hostile, utilisant le relief, les arbres arrachés et la fureur de la tempête pour masquer sa progression. L'ordre était clair. Mais la décision, elle, était déjà prise. Elle comptait leurs armes, observait leurs déplacements, cherchait une faille, parce qu'elle savait quelque chose que le Master Chief Callahan Dekaïn ne savait pas encore. Observation uniquement ne suffirait pas. Pas quand la vie du capitaine Andrew Collins se jouait en minutes, pas en heures, pas quand 4 hommes armés croyaient être seuls dans la tempête, et surtout pas quand un fantôme les suivait. Lauren glissa la main dans son gilet tactique et en sortit l'insigne de nageur sauveteur de son père. Elle le serra un instant, sentant son poids froid contre sa paume. « Il faut y aller », murmura-t-elle au vent. « Revenir n'est pas garanti. » Puis elle rangea l'insigne, vérifia son arme et se mit en mouvement, exactement comme le fantôme dont elle portait le nom. La chasse venait de commencer. Lauren Brooks se déplaçait dans l'ouragan comme une ombre à laquelle on aurait donné corps. Le vent, qui aurait jeté n'importe qui au sol, devenait son allié. La pluie, qui réduisait la visibilité à quelques mètres, devenait son camouflage. Le tonnerre qui éclatait au-dessus d'elle masquait le moindre bruit de ses pas. Elle suivait l'équipe de Sergei Malenkov depuis 23 minutes. Ils étaient bons, très bons. Même dans ces conditions infernales, ils conservaient des espacements tactiques précis. Ils utilisaient des signaux manuels dès que possible, limitant les communications radio. Ils vérifiaient constamment leurs arrières. Ce n'étaient pas des amateurs, ce n'étaient pas des miliciens du week-end. C'étaient des hommes entraînés par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Et ce quelqu'un, c'était Malenkov. À la faveur des éclairs, Lauren les observait à travers sa lunette, mémorisant chaque détail. Le pointman avançait avec prudence, inspectant les angles morts avant de faire signe aux autres. Les 2 hommes du centre se relayaient pour porter le brancard improvisé. Malenkov fermait la marche, balayant constamment l'environnement. Il progressait vers le nord-est, vers les hauteurs. Un choix logique. Quand l'ouragan se dissiperait, cette élévation leur offrirait visibilité et terrain défendable. Et chaque minute les éloignait davantage de la position de SEAL Team Viper. Le capitaine Collins était encore conscient. Lauren le voyait parfois relever la tête, tenter de comprendre où il se trouvait. Sa jambe gauche était clairement brisée. L'angle indiquait une fracture ouverte. Des taches sombres maculaient son uniforme. Du sang. Probablement à plusieurs endroits. Il n'avait plus beaucoup de temps. Lauren maintenait une distance constante entre 70 et 90 mètres, utilisant le relief pour rester invisible. Sa petite taille lui permettait de se faufiler dans des passages où un opérateur, plus massif, se serait accroché. Sa connaissance instinctive des tempêtes lui permettait d'anticiper les rafales, de bouger pendant les accalmies, de s'immobiliser quand le vent hurlait. Aux 45e minute de son créneau d'1 heure, sa radio grésilla. Ghost, ici Alpha. 3e point de contrôle. Situation. Lauren se plaqua contre un rocher couvert de mousse, l'utilisant à la fois comme abri et comme coupe-vent. Alpha, Ghost. Suivi de la force hostile en cours. 4 combattants confirmés. Le capitaine est conscient, mais gravement blessé. Il se dirige vers un point en altitude, extraction ou point de ralliement probable. Distance actuelle, environ 70 mètres. La voix de Callahan se fit plus dure. Ghost, il te reste 15 minutes avant expiration de la mission. Tu dois rompre le contact et revenir immédiatement. C'est un ordre direct. À travers sa lunette, Lauren vit l'un des hommes trébucher, manquant de laisser tomber le brancard. La tête de Collins bascula sur le côté. Il faiblissait. Alpha, si je romps le contact maintenant, nous perdons le capitaine. Sa voix resta maîtrisée. Il l'éloigne à environ 1 km/h. Quand les conditions permettront un déplacement d'équipe, ils auront disparu. Le silence s'étira. Ghost, tu es dehors depuis 46 minutes, en condition catégorie 4. Tu dois penser à ta propre survie. Reviens pendant que tu le peux encore. Lauren ne quitta pas le brancard des yeux.
Master Chief, je pense à la survie du capitaine Collins. Et à cet instant précis, je suis le seul atout que nous ayons sur zone pour la garantir. La voix du Senior Chief Lindren coupa le canal. Brooks, ça suffit! La tempête hurla autour d'elle, et Lorraine savait, avec une certitude glaciale, que la ligne venait d'être franchie. Brooks, ramène ton cul ici immédiatement. La voix de Lindren claqua dans l'écouteur. Ce n'est pas une demande. Lorraine ne répondit pas. Son attention était fixée sur l'un des hommes qui venait de sortir un dispositif d'imagerie thermique. Il balaya lentement les environs, cherchant des signatures de chaleur. La pluie battante et le vent violent dégradaient fortement l'efficacité du capteur. Lorraine, plaquée contre le rocher, bénéficiait en plus d'un masquage thermique naturel. La pierre conservait la chaleur, brouillant les contrastes. Mais au moindre mouvement, au moindre faux pas, elle apparaîtrait. Elle ne bougea pas d'1 millimètre. Le faisceau thermique passa sur sa position, s'arrêta, revint. Lorraine bloqua sa respiration, son cœur battait vite, effort, adrénaline, donc plus de chaleur corporelle. Mais la pluie glaciale, la masse du rocher, l'écart thermique devaient suffire. L'homme murmura quelque chose à Malenkov, puis secoua la tête. Rien à signaler. Il rangea l'équipement. Lorraine expira lentement, sans bruit. Sa radio grésilla. Ghost, ici Alpha. La voix du Master Chief Callahan était tendue. Tu as dépassé ton créneau. Tu es officiellement en retard. Réponds immédiatement. Lorraine appuya sur l'émetteur. Alpha, je regarde le capitaine Collins dans ma lunette à cet instant précis. Sa voix ne trembla pas. Il perd du sang. Il commence à perdre connaissance. Si je pars maintenant, nous perdons notre seule chance de le sauver. Une pause. Mon père est mort en sauvant 5 personnes pendant un ouragan. Elle inspira. Je vous demande de me laisser en sauver une. Le silence radio dura 10 longues secondes. Quand Callahan parla de nouveau, sa voix avait changé. Plus basse, plus posée. Quel est ton plan, Ghost ? La voix de Lindren explosa à l'arrière-plan. Graham, tu ne peux pas sérieusement envisager... Silence, Marcus. Puis, directement dans le micro. Ghost, je te pose la question clairement. Quel est ton plan tactique ? Lorraine réévalua la situation à travers sa lunette. À 4 hostiles, 2 en sécurité périmétrique. Un s'occupe du capitaine. Malenkov commande. Distance actuelle, 85 mètres. Rafale à environ 100 km/h, avec accalmie toutes les 45 secondes. Pluie soutenue, régulière. J'ai des lignes de tir dégagées sur les 2 sentinelles. Ghost, tu ne peux pas engager 4 hostiles seuls dans ces conditions. Je peux neutraliser les 2 sentinelles avant qu'elles ne déclenchent l'alerte. Ensuite, ce sera 2 contre 1. Et j'aurai l'effet de surprise. Et après, Callahan insista. Tu ne pourras toujours pas extraire le capitaine. Je n'ai pas besoin de l'extraire. J'ai besoin de le sécuriser et de tenir la position jusqu'à la jonction avec l'équipe. Cette jonction n'aura pas lieu avant des heures, peut-être pas avant le matin. Tu tiendrais face à des renforts ennemis inconnus, avec des munitions limitées, sans soutien. Lorraine vit l'une des sentinelles changer de position, environ 95 mètres, position légèrement surélevée, silhouette détachée sur un ciel un peu plus clair, trajectoire de patrouille répétitive. Master Chief, je vois une opportunité tactique qui n'existera plus dans 5 minutes. Ces hommes pensent être en sécurité. Ils pensent que personne n'est assez fou pour être dehors par ce temps. Elle marqua une pause. Ils se trompent. Je suis là. Et je peux le faire. Un nouveau silence. Senior Chief, votre évaluation. La voix de Lindren vibrait de colère contenue. Mon évaluation, c'est que le Petty Officer Brooks désobéit à des ordres directs et propose une mission suicidaire. Elle sera tuée. Et si elle est capturée, sa radio compromettra potentiellement toute notre position. Nous devrions la considérer comme un opérateur hors contrôle et procéder à l'extraction à l'aube. Notez. Callahan se tourna vers une autre voix. Doc, en tant que médecin, votre estimation. Combien de temps il lui reste ? La réponse de Caleb Turner fut sombre. D'après ce que décrit Ghost, si fracture ouverte du tibia et perte sanguine importante due à des éclats, il lui reste peut-être 2 à 3 heures avant que le choc hypovolémique ne devienne irréversible. Et ça,
c'est s'il n'a pas d'hémorragie interne, ce qui est probable, et en supposant que les hostiles lui prodiguent un minimum de soins, ce qui n'est pas garanti. Un silence lourd. Donc, on est contre la montre, quoi qu'il arrive. Oui, Master Chief. Si on attend le matin, on récupérera probablement un corps. Callahan resta muet un instant. Puis, Ghost, je vais te poser une seule question. Sa voix était calme, presque intime. Et je veux une réponse honnête, un battement. Est-ce que tu peux vraiment faire ça ? Lorraine repensa à chaque ouragan qu'elle avait traversé, à chaque leçon transmise par son père, à chaque heure passée au stand de tir à affiner son geste, à chaque instant de l'entraînement SEAL qui l'avait poussé bien au-delà de ce qu'elle croyait possible. Oui, Master Chief, je peux le faire. Un silence bref. Alors fais-le. La voix de Callahan était ferme. Autorisation accordée. Engage à ta discrétion. Élimine les menaces immédiates. Sécurise le capitaine Collins. Tiens la position jusqu'à la jonction. On se déplacera vers toi dès que la visibilité le permettra. Reste en communication. Reçu, Master Chief. Et Brooks, une pause. Ne me fais pas regretter ça. Je ne vous décevrai pas, monsieur. Ghost terminé. Lorraine se cala derrière le rocher. Elle déploya le bipied de son fusil et l'ancrera solidement contre la pierre humide. Elle activa son optique nocturne et commença à travailler. Distance premier objectif, 95 mètres. Vent du nord-est, rafale entre 70 et 110 km/h. Pluie forte, constante, cible en patrouille, déplacement latéral d'environ 1 mètre toutes les 8 secondes. Le tir serait complexe. Pas impossible. Elle avait déjà réalisé des tirs plus difficiles à Conquin à l'entraînement. Mais jamais sous un ouragan de catégorie 4. Jamais avec la vie d'un coéquipier suspendu à chaque seconde. Lorraine régula sa respiration, laissa son rythme cardiaque redescendre, écouta la tempête. La rafale monta, 45 secondes de pression maximale, puis l'accalmie. Le rythme. Le premier garde atteignit l'extrémité nord de sa trajectoire. Il regardait à l'opposé, scrutant une menace qu'il pensait inexistante. Lorraine attendit. La rafale culmina, puis s'éteignit. La pluie continua de tomber, mais la pression latérale diminua. Pendant une trentaine de secondes, l'ouragan inspira. Le garde pivota légèrement. Son profil apparut. Lorraine expira la moitié de son souffle. Son doigt trouva la détente. À 95 mètres, avec un vent à 100 km/h, la dérive serait d'environ 15 cm. Elle corrigea dans le vent. Pression continue. Le fusil émit un bruit sec, étouffé, comme une toux brève. Le son fut instantanément avalé par la tempête. Dans la lunette, elle vit la tête du garde partir en arrière. Il s'effondra sans un cri, disparaissant derrière le rocher contre lequel il s'appuyait. Corps masqué. Pas immédiatement visible, un neutralisé. Lorraine arma la culasse avec un geste fluide et réaligna son tir. Deuxième sentinelle, flanc est. Environ 110 mètres. Celui-là était plus nerveux. Il balayait activement, changeait de position sans rythme apparent. Quelque chose lui disait que quelque chose clochait, sans qu'il ait entendu le tir ni vu son partenaire tomber. Lorraine attendit. La patience était l'arme ultime du tireur. Le garde se déplaça, puis s'arrêta. Il porta sa radio à la bouche. Il appelait le premier. Quand aucune réponse ne viendrait, l'alerte serait donnée. Elle avait 15 secondes. Elle le suivit dans l'optique. Il se mit en mouvement vers la position de son coéquipier, arme levée, tendue. Puis il entra dans une zone dégagée. 3 mètres, sans couverture, entre deux formations rocheuses. Lorraine tira. La balle l'atteignit en pleine poitrine. Il chancela, tenta de lever son arme, puis s'effondra lourdement, deux neutralisés. Mais celui-ci était tombé à découvert. Il le verrait. Des cris éclatèrent en russe. L'effet de surprise venait de s'évanouir. À travers sa lunette, Lorraine vit Sergei Malenkov réagir instantanément. Il attrapa le capitaine Collins et le tira derrière le plus gros rocher. Le dernier homme valide se mit en position défensive, scrutant frénétiquement l'obscurité. Ils savaient maintenant que quelqu'un était là, mais ils ignoraient où. Et dans ces conditions, visibilité quasi nulle, pluie, vent, chaos, l'avantage restait du côté de Lorraine. Elle se déplaça. 20 mètres vers l'est, silencieuse, invisible. La tempête et le terrain avalaient chacun de ses pas. Elle trouva une nouvelle position de tir, légèrement en hauteur, offrant un angle différent sur l'abri improvisé.
La partie la plus dangereuse commençait. Pendant une fraction de seconde, à peine deux, sa tête fut exposée. Lorraine tira. La balle frappa la roche à une quinzaine de centimètres de la tête de Malenkov, projetant une pluie d'éclats de pierre. Elle avait manqué, le vent avait tourné à la toute dernière seconde, mais l'effet fut celui qu'elle espérait. Malenkov abandonna immédiatement sa position, traînant le capitaine Collins plus profondément dans le réseau rocheux, hors de toute ligne de tir. Elle l'avait repoussé. Mais elle ne pouvait toujours pas atteindre le capitaine. La radio s'anima. Ghost, ici Alpha. On a entendu l'explosion. Situation Alpha, Ghost, engagement tactique en cours avec l'hostile principal. Le capitaine est vivant, mais utilisé comme bouclier. Situation instable. Attente. Ghost, besoin de soutien? On peut commencer à se déplacer vers toi. Lorraine hésita. SEAL Team Viper était à au moins 1 heure dans ces conditions. Peut-être davantage. Et si Malenkov avait appelé des renforts, ils arriveraient avant. Négatif, Alpha. Restez en position. Je gère. Mais à peine eut-elle prononcé ces mots qu'un son nouveau traversa la tempête. Des moteurs, faibles, lointains, mais bien réels. Plusieurs véhicules, à environ 2 kilomètres. Et ils se rapprochaient. Malenkov les entendit aussi. Sa voix retentit, chargée d'une assurance nouvelle. « Tu entends ? Mes 10 renforts arrivent. 6 hommes de plus. Peut-être tu me tues, oui, possible. Mais ensuite, 6 autres te tuent, toi et ton capitaine. Pas de victoire pour toi. » Lorraine vérifia ses munitions. 21 cartouches dans le fusil, 2 grenades restantes, son pistolet, 2 chargeurs. 6 combattants supplémentaires rendraient la situation intenable si elle n'agissait pas maintenant. Elle se déplaça à nouveau, cette fois en contournant par le sud de l'abri. Le chemin était plus long, mais il lui offrirait peut-être un angle sur la partie profonde où Malenkov s'était replié. Chaque minute comptait. Le grondement des moteurs se faisait plus net, 1 kilomètre, peut-être moins. Lorraine atteignit sa nouvelle position et porta la lunette à son œil. Elle ne voyait toujours pas clairement Malenkov, mais elle vit le capitaine Collins, adossé à la paroi rocheuse, à demi conscient, sa jambe gauche tordue à un angle grotesque, son uniforme détrempé, imbibé de sang à plusieurs endroits. Elle devait l'atteindre. Entre elle et lui, 50 mètres de terrain découvert, entièrement sous le contrôle de Malenkov. Les véhicules étaient proches maintenant. 500 mètres. Les phares percèrent la pluie, sautant dans l'obscurité à mesure qu'ils progressaient sur le terrain accidenté. Lorraine prit une décision qui aurait paru insensée à n'importe qui d'autre. Elle allait y aller. Pas avec la patience du tireur d'élite, pas avec la précision méthodique, avec la vitesse, avec l'agression, avec le refus absolu de laisser le capitaine Collins derrière elle. Elle passa son fusil dans son dos et dégaina son arme de poing. Elle sortit sa seconde grenade et arma le détonateur. Puis elle se lança. La course de 45 mètres à travers l'ouragan fut la plus longue de sa vie. Le vent tentait de la renverser. La pluie l'aveuglait. Le sol irrégulier menaçait de lui tordre la cheville à chaque pas. Malenkov la vit surgir. Elle l'entendit crier de surprise, le vit lever son arme. Lorraine lança la grenade vers sa position et plongea derrière un rocher. L'explosion secoua tout l'abri. Des débris s'abattirent. La poussière, la fumée et la pluie se mêlèrent. Lorraine se releva en tirant 3 coups vers l'endroit où Malenkov se trouvait, puis repartit immédiatement, bondissant de couvert en couvert, réduisant la distance. Elle entendit les tirs de Malenkov, les impacts claquèrent dans la pierre autour d'elle. Elle continua. Toujours. Elle atteignit l'entrée de l'abri et balaya l'intérieur, arme levée, cherchant une cible. Le capitaine Collins était là, exactement où elle l'avait vu. Mais Malenkov avait disparu, replié plus profondément dans la formation rocheuse. « Ghost !» La voix du capitaine était faible. « C'est toi ? Oui, mon capitaine. Je vous sors de là. Malenkov, il est toujours... Je sais, monsieur. Restez silencieux. Économisez vos forces. » Lorraine évalua rapidement ses blessures. Fracture ouverte du tibia, comme prévu, éclats à l'épaule et au flanc. Perte sanguine importante. Il était en très mauvais état. Elle sortit sa trousse médicale et se mit au travail. Pansement compressif sur les plaies. A-t-elle improvisé pour la jambe à l'aide de son matériel. Injection de morphine pour gérer la douleur. « Doc !» murmura le capitaine. « Vous êtes un bon doc ?»« Je ne suis pas doc, monsieur. » Un sourire bref. « Je suis Ghost, tireuse d'élite.
mais je vais vous rafistoler quand même. » Tout en travaillant, elle gardait son pistolet à portée et son attention tournée vers les profondeurs de l'abri. Malenkov était quelque part là-dedans. Blessé peut-être, certainement furieux, et ses renforts arriveraient dans quelques minutes. Lorraine activa sa radio. « Alpha. Ici Ghost. Le capitaine Collins est sécurisé. Vivant, mais état critique. Je prodigue les premiers soins. » La réponse de Callahan arriva immédiatement, chargée d'un soulagement à peine contenu. « Ghost. Excellent travail. Quelle est ta situation ? Hostile principal, toujours actif, replié dans l'abri. 6 hostiles supplémentaires en approche, véhicule. ETA environ 3 minutes. J'ai besoin de directives d'extraction immédiate. Reste en ligne. » Lorraine continua à traiter les blessures du capitaine Collins. Le temps s'écoulait, et la tempête n'en avait pas fini avec eux. Elle entendait Malenkov bouger dans l'obscurité. Elle l'entendait parler russe dans sa radio, sans doute pour informer ses renforts. Puis un nouveau bruit s'ajouta à la tempête. Des moteurs qui s'arrêtaient, des portières qui claquaient, des voix, plusieurs, appelant en russe. « Alpha, ils sont là. » Lorraine murmura dans sa radio. « J'ai besoin de directives, maintenant. »« Ghost, on se déplace vers ta position, » répondit Callahan. « Mais on est à au moins 45 minutes. Peux-tu décrocher et te dissimuler jusqu'à notre arrivée ?» Lorraine regarda le capitaine Andrew Collins. Il était à peine conscient. Impossible de le déplacer rapidement, impossible de courir, impossible de disparaître. « Négatif, Alpha. Le capitaine ne peut pas être déplacé assez vite. Il nous rattraperait en quelques minutes. » Un silence. « Alors tu dois tenir la position, Ghost. Défense sur place. On arrive aussi vite que possible. Reçu. Défense sur place. » Ghost terminé. Les yeux du capitaine se fixèrent comme sur elle. « Ghost, tu dois partir. Sors d'ici pendant que tu peux encore. »« Impossible, mon capitaine. C'est un ordre. Respectueusement, monsieur, je refuse cet ordre. » Un souffle. « Comme vous nous l'avez enseigné, parfois les exigences de la mission priment sur la chaîne de commandement. » Un sourire fantomatique passa sur ses lèvres. « Je n'aurais jamais cru que mes propres leçons se retourneraient contre moi. »« Oui, monsieur. Maintenant, restez silencieux. J'ai besoin de me concentrer. » Lorraine se plaça à l'entrée de l'abri et évalua la situation. Munitions limitées, 6 hostiles confirmés, plus Malenkov, un officier immobilisé, renforts amis à 45 minutes. Les chiffres ne donnaient aucune chance de survie. Mais les chiffres n'avaient jamais arrêté son père. Et ils ne l'arrêteraient maintenant pas non plus. Elle vérifia son fusil, 21 cartouches. Chacune devait compter. Les voix se rapprochaient, ils s'organisaient. Malenkov leur expliquait sûrement ce qu'ils affrontaient, une tireuse d'élite, une femme, une américaine, qui avait déjà abattu 4 des leurs et refusait de céder. Ils seraient en colère. Ils seraient prudents et ils attaqueraient en force. Lorraine s'installa dans une position défensive couvrant les axes d'approche les plus probables. Elle régula sa respiration. Elle pensa à son père. « Il faut y aller, » murmura-t-elle. « Revenir n'est pas garanti. » Puis elle attendit. La première silhouette apparut à l'entrée de l'abri. Lorraine tira 2 fois. La silhouette s'effondra. 4 neutralisés, 6 restants. La nuit allait être longue. L'entrée de l'abri explosa soudain sous une pluie de balles. Les projectiles ricochèrent sur la pierre, remplissant l'espace confiné du hurlement du métal fragmenté et de l'odeur âcre de la poudre. Lorraine se plaqua contre la paroi, réduisant son profil au minimum tout en conservant ses lignes de tir. Elle venait d'abattre le 4e homme. Il en restait 6, dont Sergueï Malenkov. Les tirs étaient disciplinés, coordonnés. Ce n'était pas une fusillade chaotique, c'était une manœuvre. Des rafales de suppression, pendant que d'autres éléments se repositionnaient. Doctrine militaire. Exécution professionnelle. Lorraine identifiait les armes à l'oreille. Au moins 3 fusils de type AK. Une arme de calibre supérieur, probablement un fusil de tireur désigné. Des armes de poing, en nombre indéterminé. Il montait un véritable assaut. Derrière elle, le capitaine Collins était adossé à la paroi. La morphine avait atténué la douleur, mais il s'éteignait lentement. Sa respiration était courte, irrégulière. Sa peau était pâle, même dans la pénombre. Le sang continuait de perler à travers les pansements compressifs, malgré tout ce qu'elle avait fait. Il lui fallait un hôpital. Il en avait eu besoin il y a des heures.
Mais d'abord, il fallait survivre aux 20 prochaines minutes. Les tirs cessèrent brusquement. Lorraine profita de l'accalmie pour recharger. 19 cartouches dans le chargeur engagé. 2 chargeurs pleins dans son gilet. 47 balles. Entre la vie et la mort. Une voix s'éleva depuis l'extérieur. Anglais. Accent russe marqué. Pas celle de Malenkov. Américaine. Tu te bats bien. 4 de mes hommes sont morts. C'est impressionnant. Une pause. Mais tu sais que tu ne peux pas gagner. Nous sommes 6. Tu es seul. Et tu as un blessé qui ne peut pas courir. Les mathématiques sont simples. Lorraine ne répondit pas. Elle inspectait l'abri à la recherche d'avantages défensifs. La formation rocheuse comportait plusieurs fissures par lesquelles l'eau et le vent s'engouffraient. Trop étroites pour laisser passer un homme, mais suffisantes pour laisser entrer des tirs. Elle devait déplacer le capitaine. La voix reprit, plus persuasive. Nous ne souhaitons pas te tuer. Tu es précieuse. Tireuse d'élite des forces spéciales américaines. Femme. C'est rare. Tu as une valeur de renseignement. Rends-toi maintenant. Toi et ton capitaine vivrez. Nous sommes payés. Tout le monde y gagne. Lorraine rampa jusqu'au capitaine Collins, resta basse, attrapa son gilet tactique et commença à le tirer plus profondément dans l'abri, vers une alcôve plus protégée. « Ghost !» murmura-t-il. « Laisse-moi. Pars. »« Non, monsieur. On a déjà eu cette discussion. C'est un ordre direct. Je vous ai entendu, mon capitaine. Et je décline toujours. » Elle le positionna dans l'alcôve, qui ne présentait qu'un seul angle d'approche. Mieux. Pas idéal, mais mieux. La voix à l'extérieur devint plus dure. 30 secondes. Jette tes armes et sors, main visible. Sinon, nous lançons l'assaut total. Tu mourras. Ton capitaine mourra. 30 secondes. Choisis. La main du capitaine Collins se referma faiblement sur son bras. Lorraine, écoute-moi. Je suis en train de mourir. Perte de sang. Blessures internes. Je ne sortirai pas d'ici. Il la regarda, les yeux troubles. Mais toi, tu peux. Tu es rapide. La tempête hurlait à l'entrée de l'abri, et Lorraine Brooks savait que le choix qu'elle ferait dans les secondes à venir définirait tout le reste. Tu connais ce terrain, murmura le capitaine Collins. Utilise la tempête. Disparais comme tu sais le faire, un souffle. C'est pour ça qu'il t'appelle Ghost. Lorraine croisa son regard. Mon capitaine, mon père ne m'a pas élevé pour abandonner les gens. Et vous ne m'avez pas formé pour reculer quand ça devient difficile. Elle marqua une pause. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je reste. Bon sang, Brooks. Ce n'est pas du courage. C'est de la stupidité. Peut-être. Elle vérifia son arme. Mais c'est mon choix. Un regard dur. Et je n'ai pas encore fini de me battre. 20 secondes, cria la voix à l'extérieur. Lorraine activa sa radio. Alpha, ici Ghost. Les hostiles se préparent à lancer l'assaut. Je suis retranché avec le capitaine Collins en position défensive. Demande mise à jour immédiate sur votre état. La réponse de Callahan fut instantanée. Ghost, nous sommes à environ 35 minutes de ta position. Peux-tu tenir aussi longtemps ? Lorraine inspira profondément. Je vais devoir le faire, Master Chief. Un battement. Ghost, si la situation devient intenable, tu es autorisé à te rendre. Nous négocierons ta libération. Ne gaspille pas ta vie. Lorraine y pensa une fraction de seconde. Se rendre, vivre comme prisonnière, regarder le capitaine Collins mourir, être échangé, rançonné, ou simplement disparaître, ou se battre, leur faire payer chaque mètre, gagner du temps, peut-être survivre. Négatif, Alpha. Je ne me rends pas. Ghost terminé. 10 secondes, hurla la voix. Lorraine se cala dans sa position de tir. L'axe principal était dégagé. Les accès secondaires moins visibles, mais plus difficiles d'approche, ils attaqueraient par l'entrée principale d'abord. Doctrine classique. 5 secondes. Elle régula sa respiration, ralentit son cœur. Devint immobile. Temps écoulé. Assaut. 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 Ils attaquèrent depuis 3 directions à la fois. 2 hommes surgirent par l'entrée principale, tirant en avançant. Un autre arriva par une faille à l'est, rapide, rasant le sol. Coordination parfaite, ils avaient déjà fait ça. Lorraine engagea l'entrée principale. 2 tirs secs. Le premier attaquant s'effondra, touché à la gorge. Le second plongea derrière un rocher et riposta.
Lorraine pivota vers l'est. L'assaillant était presque à l'intérieur. 3 tirs. Le premier manqua. Le second l'atteignit à l'épaule, le faisant tournoyer. Le troisième le frappa en pleine poitrine. Il tomba. 5 neutralisés, 5 restants. Mais à l'entrée principale, le survivant arrosait la zone pour clouer Lorraine pendant qu'un autre progressait en bond. Feu et mouvement. Elle ne pouvait pas engager le tireur en progression sans s'exposer au feu de suppression. Elle était clouée. Le combattant lança quelque chose à l'intérieur. Lorraine reconnut l'objet instantanément. Grenade assourdissante. Elle ferma les yeux, ouvrit la bouche, tentant de limiter les effets. L'explosion fut cataclysmique. Même les yeux clos, l'éclair l'aveugla. L'onde de choc lui frappa le crâne comme un marteau. Ses oreilles sifflèrent. L'équilibre disparut. Elle entendit des bottes pénétrer dans l'abri. Plusieurs. Ils arrivaient. L'entraînement prit le relais. Désorientée, à moitié aveugle, elle leva son fusil et tira vers le bruit. Un coup. 2. 3. Un cri. Un corps s'effondrant, touché. Mais ils étaient plusieurs, à l'intérieur maintenant. Combat rapproché, la distance où son fusil devenait un handicap, une silhouette surgit de l'obscurité. Lorraine utilisa son arme comme une masse, impact, un grognement. Quelqu'un agrippa son fusil, tenta de l'arracher. Elle lâcha prise et passa à son arme de poing. Sortie, tir, un seul mouvement. La silhouette s'écroula. 6 neutralisés, 4 restants. Son audition revenait peu à peu. Elle entendait le capitaine Collins crier quelque chose sans distinguer les mots. Un autre attaquant surgit sur sa gauche. Elle pivota. Tira. Manqué. Tira encore, touché à la jambe. Il s'effondra en hurlant. 7 neutralisés. Puis, clic. Culasse ouverte, chargeur vide. Avant qu'elle ne puisse recharger, un choc violent la frappa dans le dos. Elle s'écrasa au sol, son pistolet glissa sur la pierre, un poids s'abattit sur elle, des mains saisirent ses bras, tentant de les immobiliser. Elle se tortilla, exploitant sa taille et sa souplesse, se libéra partiellement. Son coude parti en arrière frappa quelque chose de mou. La pression diminua. Elle roula, créa de l'espace et sa main trouva son couteau. Le cabar sortit de son étui dans un murmure d'acier. L'assaillant revint à la charge. Un éclair illumina son visage. Jeune, 25 ans, peut-être, déterminé. Il tenta de saisir son bras armé. Lorraine le laissa croire qu'il maîtrisait le mouvement. Puis elle pivota, utilisa son élan contre lui. La lame entra dans l'intérieur de sa cuisse. L'artère fémorale céda. Il recula, déjà condamné. 8 neutralisés, 2 restants, plus Malenkov, quelque part dans l'ombre. Lorraine se rua vers son pistolet, le récupéra, enclencha un nouveau chargeur. Ses mains tremblaient, adrénaline, épuisement, et les effets persistants de la grenade assourdissante. Mais elle était toujours debout. Et le combat n'était pas terminé. L'abri était retombé dans un silence lourd. Les 2 derniers assaillants réévaluaient la situation. Ils étaient entrés en pensant écraser une seule défenseuse. En moins d'1 minute, ils avaient perdu 3 hommes de plus. Lorraine revint vers le capitaine Andrew Collins. Il la fixait, les yeux grands ouverts. « Vous... » Sa voix était rauque. « Comment avez-vous appris à faire ça ?»« Entraînement SEAL, monsieur. » Un bref sourire. Et beaucoup de colère. Elle vérifia ses pansements. Le sang suintait encore, mais la situation ne s'aggravait pas. « Restez ici. Et surtout, restez silencieux. Où allez-vous ?»« Finir ce que j'ai commencé. » Lorraine se dirigea vers l'entrée de l'abri. Tous ses sens étaient en alerte. 2 hostiles restants, plus Malenkov. Mais où était-il ? Sa radio grésilla. « Ghost, ici Alpha. » La voix de Callahan était tendue. « On a entendu des tirs soutenus. Compte rendu. » Elle murmura dans le micro. « Alpha, Ghost. Plusieurs hostiles neutralisés. J'estime 2 ou 3 encore actifs. Je tiens toujours la position avec le capitaine Collins. Nom de Dieu. Ghost tient bon. On arrive aussi vite que possible. Reçu. » Ghost terminé. Un bruit plus profond dans l'abri. Le frottement de bottes sur la pierre. Lorraine se dirigea vers le son, pistolet levé, doigts sur la détente. L'abri se divisait en 3 chambres distinctes. Le bruit venait de celle du milieu. Elle s'approcha lentement, utilisant chaque aspérité, chaque ombre, vérifiant les angles. La chambre semblait vide. Non. Il y avait du sang au sol. Une traînée menait vers un passage étroit. Quelqu'un de blessé s'était replié par là. Lorraine suivit la trace.
Le couloir débouchait sur une cavité plus large, et là, dans la lumière diffuse filtrant par les fissures de la roche, elle le vit. Sergueï Malenkov. Il était assis, le dos contre la paroi. Du sang imprégnait tout son flanc gauche. Une de ses balles l'avait touché pendant l'assaut. Son arme gisait à 3 mètres de lui, hors de portée. Il souriait. « Impressionnant », dit-il avec son accent russe. « Vraiment impressionnant. 8 de mes hommes tués. Tu es petite, mais tu te bats comme une section entière. » Lorraine garda son arme pointée sur lui. « Où sont les 2 autres ? Ils ont fui. » Il eut un rictus. Quand ils ont vu ce que tu as fait à Dimitri et Pavel, dans l'obscurité, ils ont compris que l'argent n'en valait pas la peine. Des hommes intelligents. Il toussa. Du sang apparut sur ses lèvres. Moi, je n'ai pas été aussi intelligent. Je suis resté. Pourquoi ? Fierté professionnelle. Il désigna faiblement sa blessure. Et je ne vais pas très loin avec un poumon perforé. Il leva les yeux vers elle. Alors j'attends. Je rencontre le fantôme qui a tué mes hommes. Lorraine s'approcha, toujours prudente, et d'un coup de pied, repoussa son arme encore plus loin. Malenkov rit, puis grimaça de douleur. Prudente jusqu'au bout. J'admire ça. Il l'observa longuement. Ton père, soldat, nageur sauveteur, des gardes-côtes. Il hocha lentement la tête. Mort dans un ouragan en sauvant des gens. Je comprends maintenant. Famille de guerriers, c'est dans ton sang. Il reprit difficilement son souffle. Moi aussi, famille de guerriers. Marine soviétique, puis Spetsnaz. 30 ans de guerre, et je meurs dans les montagnes américaines, abattu par une femme de 56 kilos. Son souffle devint sifflant. Lorraine entendit le liquide dans ses poumons. Il n'en avait plus pour longtemps. Malenkov, pourquoi étiez-vous ici ? Quelle était la mission ? On nous a payés. Un sourire fatigué. IA, peu importe maintenant par qui. Capturer du personnel militaire américain pendant la tempête. En faire un levier. Mission simple. Bon argent. Il rit, du sang bouillonnant à sa bouche. Mais nous n'avions pas prévu un fantôme dans l'ouragan. Ses yeux commencèrent à se voiler. Une dernière chose, sa voix devint presque un murmure. Dans ma poche, photo de ma fille. À Moscou. Est-ce que tu pourrais... Il n'acheva pas sa phrase. Sa tête bascula en avant. Un long râle quitta sa poitrine. Sergueï Malenkov était mort. Lorraine resta immobile un instant, regardant l'homme qu'elle venait de tuer. Elle ne l'avait jamais rencontré avant cette nuit. Elle ne connaissait de lui que les rapports de renseignement. Pourtant, il avait été un professionnel, un père, un homme dont les choix l'avaient mené ici. Elle fouilla sa poche et trouva la photo. Une jeune femme, une vingtaine d'années, souriante, devant un monument de Moscou. Lorraine glissa la photo dans son propre gilet. Elle s'assurerait qu'elle arrive à destination. Elle activa sa radio. Alpha, ici Ghost. Hostile principal neutralisé. 8 ennemis confirmés Kaya. 2 ont fui la zone. Je retourne auprès du capitaine Collins. Reçu Ghost. Travail exceptionnel. Nous sommes à 26 minutes de ta position. Tenez bon, 20 minutes. Ils avaient traversé l'enfer. Il leur restait juste 20 minutes à tenir. Lorraine retourna à l'alcôve. Le capitaine Collins était encore conscient. À peine. Vous l'avez eu ? Oui, monsieur. C'est terminé. La menace est neutralisée. Bien. C'est bien. Il la fixa. Ghost, Lorraine. Ce que vous avez fait cette nuit, sortir seul dans cette tempête, me retrouver, tenir tête à 8 hommes armés. Sa voix trembla. C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vue en 23 ans de service. Monsieur, je n'ai fait que mon travail. Non. Il serra faiblement sa main. Vous avez fait l'impossible. Et vous avez réussi parce que vous avez refusé d'abandonner. Il inspira pénablement. Quand nous rentrerons, je vous recommanderai pour la G Navy Cross. Et je m'assurerai que tous ceux qui ont douté de vous sachent exactement ce que vous avez accompli. Lorraine baissa légèrement la tête. La tempête hurlait toujours dehors. Mais pour la première fois depuis des heures, elle savait qu'ils allaient s'en sortir. « Monsieur, vous n'êtes pas obligé. »« Si, » répondit le capitaine. Andrew Collins, sans hésiter. « Parce que ce qui s'est passé cette nuit change des choses.
Il inspira péniblement. « Vous n'avez pas seulement sauvé ma vie, vous avez prouvé quelque chose qui devait l'être. Que les meilleurs opérateurs ne sont pas toujours ceux qui ont l'apparence attendue ou qui rentrent dans le moule traditionnel. Parfois, ce sont les professionnels silencieux, ceux qui font l'impossible quand tout le monde a déjà renoncé. » Lorraine sentit sa poitrine se serrer. « Merci, mon capitaine. » Il hocha faiblement la tête. « Merci, Ghost, de ne pas m'avoir laissé derrière. » Ils restèrent un moment sans parler, écoutant la tempête. Elle faiblissait. Le vent avait chuté. De catégorie 4 à 2. Le pire était passé. Comme tout le reste, pensa Lorraine, le pire finit toujours par passer. Il faut juste survivre assez longtemps. 17 minutes plus tard, des voix se firent entendre à l'extérieur. Des voix américaines. Des voix de Seal. « Ghost, capitaine Collins, indiquez votre position. »« Ici !» cria Lorraine. « Chambre arrière. Ami en approche. » Elle aida le capitaine à se lever, soutenant presque tout son poids. Ensemble, ils avancèrent lentement vers l'entrée de l'abri. Le premier à apparaître fut le Master Chief Callahan. Lorsqu'il les vit, son visage exprima un mélange de soulagement pur et d'incrédulité. « Mon Dieu, vous êtes toujours vivants, tous les deux. »« Oui, Master Chief. » Mission accomplie. Derrière lui, le Senior Chief Lindgren entra à son tour. Il s'arrêta net. Les corps jonchèrent l'abri. 8 hommes, les preuves d'un combat qui n'aurait jamais dû être gagnable. « Donovan, dit-il à voix basse, qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai accompli ma mission, Senior Chief. C'est tout. » Caleb Turner, le médecin, se précipita pour prendre le relais auprès du capitaine Collins. Il évalua rapidement ses blessures et commença à coordonner l'évacuation médicale. Les hélicoptères pouvaient désormais voler, la tempête s'étant suffisamment calmée. Ethan Miller parcourait l'abri, sécurisant les armes, vérifiant les corps. « Ghost, tu as fait tout ça toute seule ? » ?»« Oui. »« Putain. » Callahan prit Lorraine à part pendant que l'équipe s'affairait. « Ghost, j'ai besoin que tu me racontes exactement ce qui s'est passé, depuis le moment où tu as quitté notre abri jusqu'à maintenant. » Lorraine livra un compte rendu précis, sans emphase, la traque, l'observation, la décision d'engager, le combat, l'assaut contre sa position, le corps à corps, la mort de Malenkov. Callahan écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un long moment. « Petty Officer Brooks, vous avez désobéi à des ordres directs. »« Oui, Master Chief. »« Vous avez engagé une force numériquement supérieure, malgré des instructions explicites de repli. »« Oui, Master Chief. »« Vous avez mené un assaut en solitaire sur une position fortifiée, sans soutien, sans renfort. »« Oui, Master Chief. » Il la fixa. « Et vous avez malgré tout éliminé 8 combattants ennemis, sauvé la vie du capitaine Collins et survécu avec des blessures à mineurs. » Lorraine baissa les yeux vers elle-même. Uniforme déchiré, couvert de sang, mains à vif, visage tuméfié, mineur. « Et peut-être un peu généreux, Master Chief. » Callahan secoua lentement la tête. « Ghost, ce que vous avez fait cette nuit est soit l'opération tactique la plus brillante que j'ai jamais vue, soit la plus irresponsable. Je n'ai pas encore tranché. »« Ah, les deux sont compatibles, monsieur ?» Un sourire discret étira ses lèvres. « Oui, je crois bien que oui. » Il posa une main ferme sur son épaule. « Vous lui avez sauvé la vie. Sans vous, il était mort. Alors même si je devrais sans doute vous sanctionner pour insubordination, je vais plutôt vous recommander pour la plus haute décoration de bravoure que ce pays puisse décerner. Master Chief, je faisais juste... » « Ne dites pas juste votre travail. » Sa voix se durcit. « Vous êtes allé bien au-delà du devoir, tellement loin que le devoir est désormais un point minuscule à l'horizon derrière vous. » Il désigna l'abri. « Vous avez 26 ans. 3 ans de service chez les SEAL. Et vous venez d'accomplir quelque chose qui sera étudié dans les écoles d'opérations spéciales pendant les 50 prochaines années. » Le Senior Chief Lindgren s'approcha. Son expression était grave. « Donovan, je vous dois des excuses. Senior Chief, ce n'est pas nécessaire. » « Si. » Il inspira profondément. « Je vous ai dit que c'était du suicide. Je vous ai dit que vous mourriez ici pour rien. J'ai remis en question vos capacités,
votre jugement, votre place dans cette équipe. Il la regarda droit dans les yeux. J'avais tort. Sur toute la ligne. Lorraine soutint son regard. Vos inquiétudes étaient légitimes, Seigneur Chief. Les chiffres ne jouaient pas en notre faveur. Sur le papier, cette mission était impossible, et pourtant, vous l'avez accomplie. Oui, Seigneur Chief. Comment ? Elle y réfléchit un instant, aux enseignements de son père, à l'entraînement de la marine, à cette détermination farouche née du refus d'abandonner qui que ce soit, à la colère sourde qu'elle ressentait chaque fois qu'on lui disait qu'elle n'était pas à la hauteur. Je n'ai pas pensé aux chiffres, j'ai pensé à la mission. Trouver le capitaine Collins. Le maintenir en vie. Tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Un souffle. Un pas à la fois. Un tir à la fois. D'instinct, une décision à la fois. Lindron hocha lentement la tête. À partir de maintenant, Donovan, vous avez mon respect total. Et ma confiance absolue. Et si qui que ce soit, sur n'importe quelle équipe, remet un jour en question votre légitimité, il devra d'abord passer par moi. La tempête s'éloignait enfin. Et dans le silence retrouvé des montagnes, Lorraine Brooks sut que plus rien ne serait jamais comme avant. « Tu n'es pas seulement un SEAL », dit doucement le Master Chief Callahan. « Tu es le genre de SEAL auquel nous, les autres, nous nous comparons. » L'hélicoptère arriva 45 minutes plus tard. La tempête s'était suffisamment affaiblie pour permettre des opérations aériennes en sécurité. Caleb Turner avait stabilisé le capitaine Andrew Collins et le préparait pour l'évacuation. Alors qu'on le hissait dans l'appareil, il attrapa une dernière fois la main de Lorraine. « Ghost, merci, pour tout. Je n'ai fait que suivre votre exemple, monsieur. Vous nous avez appris à ne jamais laisser personne derrière. » Il secoua légèrement la tête. « Je vous ai enseigné des tactiques, des procédures. Mais ce que vous avez fait cette nuit, ça vient d'ailleurs. Ça vient de qui vous êtes. » Un sourire fatigué éclaira son visage. « Votre père serait fier de vous. » L'hélicoptère décolla, disparaissant dans les nuages qui se déchiraient lentement. Lorraine le regarda s'éloigner, emportant le capitaine vers les soins qui lui sauveraient la vie. Le retour vers la base dura 4 heures, à pied, à travers les ravages laissés par l'ouragan. Arbres couchés, rivières gonflées, boue, débris, chaos. Mais l'équipe avançait ensemble. Et pour la première fois, Lorraine sentit qu'elle en faisait pleinement partie. Plus l'outsider, plus celle qui devait sans cesse prouver sa valeur. Juste une SEAL qui avait fait son travail. Quand ils atteignirent enfin le centre opérationnel, la nouvelle les avait précédés. Les personnels s'arrêtaient pour les regarder passer. Pour voir cette jeune femme qui était entrée seule dans un ouragan de catégorie 4 et en était revenue avec son capitaine. Les débriefings durèrent des heures. Le renseignement voulait tout savoir de l'opération de Malenkov. Le commandement analysait chaque décision tactique. Les médecins examinaient les blessures de Lorraine. Elle resta calme, professionnelle, répondit à chaque question, rejoua chaque instant, traça chaque mouvement sur les cartes. Puis, enfin, on la laissa partir. Seule, dans sa chambre, elle s'assit sur son lit. Et pour la première fois en 12 heures, elle laissa le poids de tout ce qui s'était passé l'atteindre. 8 hommes étaient morts. Elle les avait vus mourir. Le combat rapproché avait été brutal, personnel. Elle sortit l'insigne de nageur sauveteur de son père et le serra dans sa main. « Papa, murmura-t-elle, je l'ai fait. Je l'ai ramené à la maison, comme tu me l'as appris. » Elle pensa qu'elle allait pleurer, mais les larmes ne vinrent pas. À la place, elle ressentit autre chose, une certitude calme, profonde. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait honoré la mémoire de son père de la manière la plus juste possible. Elle n'avait laissé personne derrière. Elle était entrée en enfer, et elle en était revenue avec quelqu'un. Et plus rien, désormais, ne pourrait remettre en cause sa place. 3 jours plus tard, l'état du capitaine Collins passa de critique à stable. Les médecins confirmèrent qu'il se rétablirait complètement. La fracture se consolidait. La perte de sang avait été compensée. Il marcherait à nouveau. Il commanderait à nouveau. Et sa première demande, lorsqu'il reprit pleinement conscience, fut de voir Petty Officer First Class Lorraine Brooks. Quand elle entra dans la chambre, il était assis, la jambe dans le plâtre, l'épaule bandée, mais le regard clair. « Ghost, asseyez-vous. » Elle s'exécuta. « J'ai passé 3 jours à repenser à ce qui s'est passé dans ces montagnes. Vous avez choisi de ne pas abandonner. Et ce choix m'a sauvé la vie. » Il se pencha légèrement. « J'ai parlé avec le Master Chief Callahan. Vous êtes proposé pour la
Navy Cross. Savez-vous ce que cela représente ? C'est un immense honneur, monsieur. C'est la 2e plus haute décoration pour bravoure de notre armée. Elle récompense un héroïsme exceptionnel au combat, et dans votre cas, elle est pleinement méritée. Il sourit. Mais comprenez ceci, Ghost. Cette médaille ne parle pas seulement de ce que vous avez fait. Elle parle de ce que vous représentez. Lorraine sentit le poids de ces mots. Vous représentez l'avenir des forces spéciales navales. L'évolution de ce que signifie être un guerrier. Monsieur, je n'ai pas fait ça pour faire passer un message. Je l'ai fait pour vous sauver. Je sais. Et c'est précisément pour cela que c'est si important. Il tendit la main. Merci, Ghost, de m'avoir ramené chez moi. À tout moment, monsieur. 4 mois plus tard, Lorraine se tenait en tenue de cérémonie à Naval Amphibious Base Coronado. La cérémonie était solennelle, officielle. Des responsables de tout le commandement des forces spéciales navales étaient présents. La citation fut lue à voix haute. Pour héroïsme extraordinaire et bravoure remarquable face à un ennemi armé, alors qu'elle servait au sein de SEAL Team Viper lors d'opérations de combat dans les Blue Ridge Mountains. La Navy Cross fut épinglée sur son uniforme par le secrétaire à la marine en personne. Dans l'assistance, sa mère pleurait, serrant contre elle la médaille des gardes-côtes de son mari. SEAL Team Viper était au complet, aligné, témoin de l'honneur rendu à l'une des leurs. Et Senior Chief Marcus Lindgren, qui avait un jour douté de sa place, se tenait droit, la fierté inscrite sur le visage. Après la cérémonie, les photos, les félicitations, Lorraine s'éloigna seule. Elle marcha jusqu'à la plage, toujours en uniforme, et regarda l'océan Pacifique. Elle sortit l'insigne de son père et le leva face au soleil. « On l'a fait, papa. On l'a ramené à la maison. » Le vent emporta ces mots. Les vagues poursuivirent leur rythme éternel. Et Lorraine Brooks, le fantôme qui avait traversé l'enfer, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis 14 ans. La paix. 6 mois plus tard, Lorraine fut promue Chief Petty Officer à 27 ans, la plus jeune femme CPO de l'histoire des SEAL. Elle fut chargée de développer la doctrine d'opération en conditions météorologiques extrêmes pour les forces spéciales navales. Ces méthodes devinrent un enseignement obligatoire pour tous les candidats SEAL. Le capitaine Collins reprit le service actif et recommanda personnellement Lorraine pour la sélection du SEAL Team 6 Kodunks. Marcus Lindgren devint son plus fervent soutien, utilisant son exemple pour encadrer les nouvelles générations d'opératrices, et l'histoire du fantôme qui entra dans un ouragan de catégorie 4 et en ressortit avec son capitaine devint une légende. Racontée aux nouveaux candidats rappelle que l'impossible n'est qu'un défi en attente, mais pour Lorraine, l'essentiel n'était ni les décorations, ni la reconnaissance, ni la carrière. C'était la certitude que, lorsque tout comptait vraiment, elle avait fait le bon choix. Elle était sortie quand tout le monde disait que c'était impossible. Et elle était revenue, exactement comme son père le lui avait appris.